Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler sport mécanique, on va parler Formule 2, on fait le débrief déjà de cette nouvelle manche de Formule 2, c'était du côté de Spa. Je fais le débrief, nous sommes le dimanche 30 août, il est 13h30, je ne sais pas quand sera mise en ligne cette vidéo. Parce qu'avec le Tour de France, priorité là sur les 3 semaines qui arrivent au Tour de France au niveau des vidéos, donc si celle-là n'est pas uploadée à temps, et ben ça sera mise en ligne lundi. Juste pour vous dire également qu'il n'y aura encore pas l'habillage comme d'habitude, parce que ça prend du temps, ça prend surtout du temps dans le codage. Et qu'avec le Tour de France, j'ai pas beaucoup de temps pour bloquer mon ordinateur pendant 2 heures pour encoder. Donc je décide de faire moins joli, mais avec toujours autant d'analyse, voilà. Et puis on va commencer cette vidéo. Les courses de F2 animées, il y a eu pas mal de bagarres en course, mais il y avait surtout un week-end qui était assez particulier. Bien entendu, on retournait sur le circuit où est mort Antoine Hubert, donc c'est toujours une ambiance qui était assez un petit peu morose quand même du côté des équipes de Formule 2, du côté de certains pilotes. Beaucoup d'hommages faits à Antoine Hubert pendant ces 4-5 jours du côté de Spa. On attaque également la deuxième partie de saison. Alors seulement la deuxième partie de saison, parce qu'en F3 c'est quasiment la fin de saison, il ne reste plus que 4 courses en Formule 3, autant en F2 il nous en reste encore quelques-unes avant de finir cette saison. Et puis on va démarrer avec Giuliano Alesi. Ce débrief, bientôt les top et flop. On commence par le français de cette catégorie, Giuliano Alesi. Pas grand chose à dire du côté de Giuliano Alesi, à part que rien ne va chez HWA, ça on le savait déjà, mais qu'en plus Markelov commence à trouver un peu de performance. Alors on n'est pas à un niveau extrême, mais il a quand même marqué un point, son premier point de la saison, mais il a été un peu plus rapide que Giuliano Alesi pendant tout le week-end. Markelov, alors en course 1, il s'est tapé une pénalité, un drive flou, avec mon magnifique accent anglais, qu'Alesi n'a pas eu, donc ce qui fait qu'Alesi finit devant, mais c'est quand même une pénalité qui est l'une des plus impactantes en termes de temps. Et en course 2, alors que Markelov partait derrière Giuliano Alesi, eh bien Giuliano Alesi a fini loin derrière, parce qu'en course 2, Alesi fait 14, alors que Markelov fait 8. Belle remontée de Markelov en passant. Donc pour Alesi, il n'y a pas grand-chose qui va. En plus, vous avez Schwartzman qui est en tête du championnat. Vous avez Elliott qui est deuxième de ce championnat et qui a quand même eu un mauvais week-end, mais qui arrive à être plus performant que Giuliano Alesi. Vous avez Mick Schumacher qui est régulier cette saison, sans être le plus rapide de tous, sans avoir réglé ses problèmes d'usure des pneus. Il arrive quand même à finir sur le podium en étant un peu plus mature. Après, vous vous retrouvez avec Armstrong, sauf que Armstrong, il a encore on va dire le moyen de dire qu'il est jeune et qu'il est débutant dans cette catégorie. C'est pas le cas d'Alesi. Alesi n'est plus vraiment très jeune pour cette catégorie F2 et il a déjà un an d'expérience qui aurait dû lui permettre d'apprendre, surtout que c'était un an d'expérience dans une équipe qui n'était pas facile. Alors je sais bien que chez HWA Race Lab, pour le moment, la situation n'est pas simple, on n'arrive pas à faire fonctionner la voiture. Je pensais pas qu'Arden apportait autant l'année dernière dans son équipe, parce que je rappelle que HWA soutenait déjà Arden l'année dernière. Quand vous voyez les résultats d'Antoine Hubert ou les résultats cette année d'Alesi, vous vous dites il y a quand même une différence. Alors je sais bien qu'Antoine Hubert était très très bon, mais quand même ça manque réellement de performance pour Giuliano Alesi. Il va falloir un moment sortir les doigts du cul, je pense, ou sinon ça sera compliqué d'être en F2 l'année prochaine. Il faudra se tourner vers l'endurance, vers les GT. Et la monoplace, ça sera terminé, parce que Ferrari le soutient encore cette année, alors que je ne vois pas en termes de performance sur les 3-4 dernières saisons ce qu'on peut lui trouver à Giuliano Alesi, parce que ses victoires en GP3 c'était en deuxième course, et en F2 chez Trident il a toujours été en difficulté et pas très performant, même il était derrière son équipier Borung.
Ralph Boschung, je sais plus comment on devait dire, le pilote suisse, qui n'est plus en F2 en passant. Je sais même pas ce qu'il fait, peut-être du VLN au Nürburgring. Mais du côté d'Alési, il va falloir un petit peu améliorer son rythme, parce que là, il peut pas se laisser marcher sur les pieds par Markelov. Et pour l'instant, c'est ce qui est en train d'arriver. On passe aux pilotes au top, parce que là, c'était pas vraiment au top. On commence avec notre ami Schwartzmann, le leader du championnat, de nouveau leader du championnat. Entre Callum Elliott et lui, les positions changent énormément. Schwartzmann qui est moins dominateur qu'en début de saison. Je rappelle qu'après le Grand Prix d'Autriche, il avait pas mal de points d'avance. Il en a perdu beaucoup du côté de Silverstone, où il a marqué que 4 points sur les 4 courses de Silverstone, ce qui n'est quand même pas exceptionnel. En Hongrie, déjà, il avait été un peu moins performant. Donc, on avait des doutes avant ce week-end à Spa sur Schwartzmann. En Espagne, il avait réussi à redresser la barre, mais quand même, on avait encore des doutes sur la performance, sur le niveau de performance de Schwartzmann, surtout sur un circuit rapide comme Spa. Et il a réussi à limiter la casse. Alors, pas une très grande qualification pour Schwartzmann, avec pas une très grande qualification aussi, plutôt un bon chrono. En plus, je raconte des conneries, avec le 4e temps, des qualifications qui étaient assez particulières parce qu'il était 17h. Autant vous dire que 17h dans les Ardennes belges, il fait pas très chaud, donc les températures piste n'étaient pas évidentes au niveau des pneus. Schwartzmann, donc voilà, 4e. Ensuite, course 1, il perd une position, il finit 5, sans avoir montré grand chose, il faut le dire, dans cette course 1. Alors il faut savoir que la course 1, je regardais également le Tour de France, parce qu'il y avait la première étape, l'arrivée à Nice, donc c'était un peu compliqué de jongler avec les deux, mais j'étais quand même concentré beaucoup, parce que c'était au moment où la course était neutralisée du côté du cyclisme. Et c'est vrai que j'ai regardé la course, j'ai trouvé que Schwartzmann, il n'avait pas un rythme exceptionnel. Il finit quand même à quasiment 10 secondes de Mick Schumacher, enfin 8 secondes de Schumacher. Et surtout, je trouvais qu'en vitesse de pointe, c'était pas exceptionnel, Schwartzmann. Et en course 2, là, ça a été beaucoup mieux. Pourtant, il partait pas de manière exceptionnelle sur la grille, parce qu'il partait de la même position, en 4e position sur la grille de départ, mais il a pris un très très bon départ. Bien aidé par le gros raté de Gu Manziu, qui a une deuxième saison bien plus difficile que la première. Je trouve qu'il a un peu du mal à confirmer le chinois, surtout quand on compare aux performances de son équipier Callum Elliott en passant. Fin de la parenthèse Gu Manziu, on revient sur Robert Schwartzmann. Il a été intouchable sur la course 2 à Spa. Il a pris un très très bon départ. Il se retrouve quasiment en tête dès le premier virage. Côte à côte avec Dai Taikum qui le redépasse, sauf que Dai Taikum ensuite aura des petits soucis avec Nissany sur la suite de la course. Nissany, Jean-Michel à peu près en F2, pour ceux qui ne connaissent pas mon avis sur Roy Nissany. Je ne parlerai pas du pilote israélien, donc comme ça nous facilite un petit peu la tâche, ça nous fait gagner 5 minutes. Mais du côté de Schwartzmann, ensuite en course 2, malgré qu'il y a eu un safety car, il gagne quand même avec 9 secondes d'avance, ce qui est assez intéressant sur une course de 10 tours, grosso modo, parce qu'on a eu les 7-8 premiers tours avec beaucoup de safety car, on n'avançait pas très vite dans ce début de course, et Schwartzmann, il a été vraiment très très bon. On sait qu'il y a une bagarre pour le volant de Kimi Räikkönen, il y a certainement une bagarre également pour le volant de Giovinazzi, et que les deux meilleurs de la Ferrari Driver Academy seront en F1 l'année prochaine, au moins le meilleur. Et donc c'est la bagarre pour être celui-là, et donc pour être champion de F2, très clairement pour Schwartzmann. Et c'est vrai que là, il a pris quand même un petit avantage par rapport à ses adversaires Schumacher et Elliott, ses deux adversaires principaux dans cette académie de jeunes pilotes. Et je trouve surtout qu'il est d'une intelligence assez importante, Schwartzmann, parce que à Silverstone, malgré le fait qu'il était peu performant, il essayait quand même de limiter la casse. Il faut quand même se souvenir qu'en plus à Silverstone, il n'a pas été aidé par Schumacher. C'était la course 2, je crois, du Grand Prix du 70e anniversaire où Schumacher lui est rentré dedans.
Mais il n'est pas le plus rapide, il le sait. Par contre, c'est le plus constant. C'est l'un des plus constants cette saison, Schwartzman. Et en étant constant, on marque des points. Donc forcément, c'est intéressant pour le pilote russe. On va essayer d'accélérer un petit peu le rythme parce que je vois que je suis déjà à 10 minutes de vidéo et je continue avec Mick Schumacher. Avec Mick Schumacher, ce qui m'intéresse avec Mick Schumacher, c'est qu'il fait 2 podiums, 2e, 3e, sans avoir fait une très grande qualification parce qu'il partait 7e sur la grille de départ en ayant fait un chrono à 5 dixièmes de Tsunoda. Tsunoda qui a fait une très très bonne course 1. La course 2 était beaucoup plus difficile pour le pilote japonais. C'est pour ça que je l'ai pas mis dans mes pilotes au top. Mais j'ai hésité quand même un petit peu. Mais du côté de Mick Schumacher, ce que j'ai aimé, c'est 2 podiums. C'est la régularité depuis le début de saison. Parce qu'on voit qu'il y a quand même peu de résultats blancs pour Schumacher. Même si on aimerait qu'il y en ait 0 des résultats blancs. Mais contrairement à Schwartzman, qui a eu des impasses à certains moments. Lui, il est un peu plus régulier. Il a quand même pas mal de podiums depuis le début de saison. Je crois qu'il a 5 ou 6 podiums depuis le début de saison, Mick Schumacher. Et il est toujours en bagarre pour le titre. Même si ça ne sera pas si facile face à Robert Schwartzman et Callum Elliott. Mais il est toujours là pour le titre. Moi qui suis souvent assez négatif envers Mick Schumacher, je dois dire que pour le moment, là depuis quelques courses, il fait taire mes critiques très clairement, en étant régulier, en étant intelligent dans son pilotage. Il n'a pas pris de risque aussi sur ce week-end à Spa. Et puis bon, Spa pour les Schumacher, ça a toujours été une piste intéressante. C'est là où son père a débuté en Formule 1 en 91 sur la Jordan. Et c'est là où son père a remporté également sa première course. Pour Mick Schumacher, être mauvais à Spa, ça aurait été quand même crime de lèse-majesté. Donc du côté de notre ami Schumacher, une belle performance sur ce Grand Prix. Et puis on finit avec Mazepin. Pourquoi Mazepin? Parce que 5e du championnat, mais 4e de la course 2 et le 2e de la course 1. Bon, il y a eu cette affaire avec Tsunoda. Pour moi, Tsunoda avait gagné le virage pour la première intervention. Mazepin est en tort. Et pour la deuxième, pour moi, Tsunoda était légèrement devant Mazepin. Donc pour moi, il avait gagné le virage si on prend en compte les dernières règles de la FIA. Donc pour moi, il fallait il était en tort dans les deux cas, Mazepin. Donc il y a eu une pénalité. Ce que j'aime pas, c'est les pénalités après Grand Prix. Quand on rajoute des secondes après la course, ça avait déjà été le cas avec Vettel au Canada l'année dernière, mais je suis vraiment pas fan de ce genre de choses. Je suis toujours pas fan. Pour moi, le vainqueur, c'est le premier à passer la ligne. Les pénalités après la course, ça devrait être des pénalités de points, mais pas des pénalités par rapport au résultat. Bon. Là, Mazepin s'est retrouvé deuxième, légèrement énervé. Moi, après, je le comprends parce que beaucoup de gens ont été assez critiques avec Mazepin. J'ai vu sur motorsport.com, par exemple, j'ai regardé les commentaires. Déjà, le panneau, il est rentré fort dans le panneau. Après, bon, c'est comme ça, il était énervé, mais on peut être énervé quand vous êtes déclassé sur tapis vert quand même. C'est assez légitime d'avoir le sentiment d'être lésé. Surtout qu'il faut quand même rappeler que quand il est en voiture, il n'a pas vu les actions. Donc lui, il est sûr d'avoir raison. Donc c'est sûr que il était un petit peu énervé, le Russe. Puis j'aime bien, moi, des pilotes qui montrent de temps en temps du caractère. En dehors de la piste, ça fait aussi du bien en Formule 1. Moi, j'avais bien aimé, par exemple, Vettel au Canada. J'aime quand les mecs montrent du caractère un petit peu. Donc là, Mazepin, moi, je note surtout des très bons résultats. Je note surtout qu'il a débloqué quelque chose dans sa saison. Il y a vraiment un avant et un après Grand Prix d'Autriche. Il a été en difficulté en Autriche, mais depuis, c'est l'un des pilotes qui a marqué le plus de points depuis le Grand Prix de Hongrie. Et il faut le noter, avec une victoire, 2 deuxièmes places. Enfin, vraiment des très bons résultats. Par la première course en Espagne, il a été plutôt performant, Mazepin. Et c'est vrai que quand on voit sa saison l'année dernière et sa saison cette année, on se dit... Chez ART, il y a dû quand même se passer quelque chose en termes de relationnel pour que ça se déroule aussi mal pour Nikita Mazepin. On finit avec les pilotes qui m'ont déçu sur ce week-end de course. Je vais aller assez vite parce que je veux pas que la vidéo dépasse les 20 minutes. Je commence avec Callum Elliott. Pourquoi simplement 8e en course 1. C'est ça, hein.
Simplement, non, même 10e en course 1, même pas 8e, 10e. Donc ce qui fait qu'il s'est retrouvé à partir en course 2 dans le peloton. Même les qualifications n'avaient pas été top pour Callum Elliott, parce que c'est un pilote qui est très rapide en qualification. Il avait fini simplement 12e. Les qualifications, c'était un week-end où il n'avait pas un très grand rythme. En plus, pas aidé par Tsunoda en course 2. Mais ouais, il n'a pas été performant. C'est vrai que il perd la tête du championnat. Il se retrouve de nouveau un peu derrière. Et quand on regarde les résultats de Callum Elliott depuis le début de saison, parfois il y a des gros moments de difficulté. Ça avait été le cas, par exemple, lors de la course en Espagne, ça n'avait pas été exceptionnel. Là, en Belgique, il ne marque qu'un point au final. Donc c'est son plus mauvais week-end depuis le début de saison. Mais parfois, Callum Elliott, il manque encore un petit peu de maturité, peut-être par rapport à un Robert Schwartzman. Parce que là, il n'a pas regardé non plus dans ses rétros. C'est-à-dire Tsunoda, il est surpris, il ne doit pas lui rentrer dedans. Je pense que la pénalité de 5 secondes est justifiée pour Tsunoda. Malgré tout, il aurait dû savoir que dans un premier tour de course, il y a des voitures derrière vous et que si vous relâchez assez fortement l'accélérateur, on peut vous rentrer dedans aussi. Donc je trouve qu'il a pris un risque en faisant cette manœuvre par l'extérieur à Combe et c'était un peu dangereux. Juri Vips, pourquoi Juri Vips qui était le revenant dans cette qui faisait sa première apparition dans la catégorie, lui qui avait fini dans le top 4 en F3 l'année dernière, qui devait faire la super Formula comme Gasly, comme Taiko Toum l'année dernière, et pas de chance avec le Covid-19 et les règles sanitaires au Japon, c'est impossible pour le moment pour lui de se rendre dans le pays du soleil levant. Et donc du côté de Juri Vips, pourquoi je mets en moins? Parce que il a quand même calé 2 fois. Alors, je sais bien que l'embrayage de la F2 il est difficile, mais quand même la qualification elle a été difficile derrière parce que problème technique, enfin rien n'a fonctionné pour Juri Vips et c'est le genre de week-end qui fait un peu tâche dans une carrière. On sait qu'il est soutenu par Red Bull, mais quand vous voyez le week-end de Tsunoda et le week-end de Vips, vous vous dites Vips, ça va être compliqué pour la Formule 1 l'année prochaine. Alors que c'était, je pense, ce pilote sur lequel on misait le plus du côté de chez Red Bull. On misait plus sur lui que sur Tsunoda par rapport à sa saison de F3 qui n'avait pas été mauvaise, même s'il avait fait, je trouve, beaucoup d'erreurs, l'Estonien. Mais c'est vrai que là ça a été compliqué pour Juri Vips pendant toute la semaine et c'est le genre de week-end qui fait mauvaise impression chez les pintros de F1 et je pense que Helmut Marko n'a pas été extrêmement fier de son poulain sur ce week-end du côté de Spa. Et puis je finis avec Lundgaard, aucun rythme depuis quelques courses. Lundgaard, ça fait depuis la deuxième course de Silverstone qu'il est vraiment en manque de performance. En Espagne il n'était pas là, en Belgique il n'était pas là, il va falloir retrouver du rythme pour Monza. Sinon, la fin de saison risque d'être un peu compliqué pour le Danois qui avait eu un petit peu la même courbe de progression en F3. Il avait bien démarré en F3 et puis ça s'était écroulé sur la fin de saison en performance. J'espère que ça ne va pas lui arriver de nouveau au jeune Danois parce que l'année dernière déjà, sa saison a été compliqué et n'a pas fait du bien à sa réputation, très clairement. Lui qui était le prodige, qui devait arriver en Formule 1 très rapidement, quand on a vu ses performances, on a dit on a quand même des doutes sur son niveau de performance. On l'a fait monter en F2 chez ART dans l'équipe un peu sœur du côté de chez Renault. Ils ont pris un risque en le faisant monter et le début de saison était bien et puis depuis les performances sont en décroissance du côté de Lundgaard et c'est un petit peu dommage pour le pilote danois. On passe tout de suite au classement pilote. Robert Schwartzman en tête avec 132 points, 10 points d'avance sur Callum Elliott, donc rien n'est fait encore. Il reste pas mal de courses, on ira au Mugello, Monza, également c'est Abu Dhabi, c'est Bahreïn cette année, donc il y a encore pas mal de courses pour la F2. Yuki Tsunoda 3e, donc pas très loin encore, il est tout à fait dans le coup. On retrouve ensuite Mick Schumacher avec 106 points, Mazepin 101 points, je pense que le titre se jouera entre ces 5 pilotes. On retrouve ensuite Zhou, qui est un petit peu décevant, lui qui avait fini 7e l'année dernière, meilleur débutant. Ensuite Christian Lundgaard, Deletra, Taktum et Drugovic qui a été inexistant sur ce week-end. Giuliano Alesi est toujours 16e avec les 8 points marqués lors de la première course de la saison.
depuis, c'est le trou noir pour le pilote français. On passe du côté du classement constructeur, du classement équipe plutôt, avec Prema en tête pour le moment, devant Univirtozzi. L'écart entre les deux équipes est quand même très très faible. Le titre se jouera entre ces deux équipes. Vucalitech est bien plus loin avec simplement 152 points. On retrouve ensuite Carlin, ART, très décevant cette année, simplement 5e, puis MP Motorsport. Charouz, Dams, également très décevant, mais en prenant Sean Gelael, on ne pouvait pas s'attendre non plus à crever les plafonds en termes de points. Et je trouve que Taitung fait quand même une saison moins décevante, bien moins décevante que je ne l'avais prédit. On retrouve ensuite Campos, HWA et Trident pour conclure ce classement grâce aux points marqués par Roy Nissany lors de la première course du côté de Spa. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, c'est fait pour ça. Puis j'adore les lire, à part quand bon, on m'insulte, mais ça arrive jamais. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao sur la chaîne.